Bonjour, je m'appelle Annette Robinson, je viens d'Allemagne et je suis conférencière des musées nationaux. À mon arrivée en France, à 20 ans, en 1975, je venais dans l'intention d'améliorer mon français. Et j'allais à l'Alliance française et en fait, j'ai passé un concours pour la Lufthansa et j'arrivais jusqu'à la toute dernière. Bon, on était 300 au point de départ et à la fin, on n'était plus que 7 pour passer à un examen médical. Et cet examen, j'étais soi-disant approuvée que j'étais inapte à l'aviation. Or, j'étais pilote moi-même puisque je faisais du vol à voile pendant toute mon adolescence. Et vu qu'il n'y avait pas de femme pilote à l'époque, c'était hôtesse de l'air que je voulais devenir. Donc voilà, c'était une claque pour moi parce que je pensais qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir. Et là, j'étais arrivée aux limites. Donc, je suis restée en France. J'ai continué mes études à l'Alliance française. Et un soir, j'étais invitée chez des amis qui habitaient au Louvre. C'était une famille, le couple travaillait pour les musées. André Meyer était le chef de la serrurerie du Louvre et Erna, sa femme, s'occupait des gardiens du musée de l'Orangerie. Et lors d'un dîner, André se lève et il me dit « Annette, tu as déjà visité le Louvre ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, j'adore l'art. » J'ai eu un professeur d'art plastique qui m'a vraiment ouvert ce monde-là. Pour moi, l'art, c'était quelque chose qui m'accompagnait déjà depuis que je suis petite, en fait. J'aimais peindre, j'aimais dessiner, j'aimais aller quand je pouvais dans les musées, mais dans la ville d'où je viens, il y avait juste un musée. C'était le musée de la boucherie et c'était pas très appétissant. Mais ce professeur d'art plastique nous avait emmenés à Stuttgart. Je viens d'à côté de Stuttgart. Et il nous a dit la veille, vous allez voir une exposition fort intéressante. Et je me suis dit, il va nous montrer de beaux tableaux. C'était une exposition Auto-Dix. Et ce jour-là, j'ai compris que l'art ne servait pas à décorer des appartements. Belle leçon. Donc, bien sûr, j'avais parcouru déjà les musées à mon arrivée à Paris. Pour moi, c'était la ville de l'art, de la beauté. Et donc, André me dit, mais est-ce que tu as déjà visité le Louvre la nuit? Waouh! Bien sûr que non. Il a pris ses clés et nous voilà partis visiter le musée du Louvre la nuit. On ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Les alarmes sonneraient partout. Non, personne n'aurait le droit. À l'époque, c'était plus cool. Et là, entouré de ces fantômes, en fait, je crois que c'était clair pour moi qu'il n'y a pas de hasard. Je suis venue ici pour faire des études d'histoire de l'art. Et j'ai tout de suite compris que c'était une autre manière de voyager. Peut-être, oui, j'ai continué toute ma vie à planer et je ne l'ai jamais regretté. Donc je me suis inscrite, je pense, la semaine qui suivait ce dîner à l'école du Louvre. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires là aussi. Michel Hogg, et je me suis inscrite à son cours organique sur l'art du 19e et 20e siècle. Et j'avais aussi un amour particulier pour l'Égypte. Donc j'ai eu la chance de passer une année avec Madame de Roche-Noblecourt. Et au bout d'une année, j'étais quand même obligée de faire un choix.
deux cours organiques pour moi, étant quand même encore en apprentissage de la langue, c'était un petit peu difficile. J'ai laissé tomber l'Égypte, mais pas complètement, mais voilà, j'ai fait les 3 années d'école du Louvre avec Michel Hogg. Et je vais vous avouer une chose peut-être étrange. Je suivais les visites conférences et je me suis dit, jamais de ma vie, je voudrais faire ce métier-là. Ça me paraissait très... alors je vais être méchante. Bouette, ma chère. C'était souvent des personnes qui étaient un petit peu affectées, un peu... Voilà, j'avais l'impression qu'elle m'étouffait plus qu'elle m'ouvrait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Je séchais beaucoup ces visites-là. Mais j'ai eu d'autres professeurs qui menaient des travaux pratiques, notamment Bernard Blisten, qui avait une autre manière de parler d'art. J'avoue, je ne comprenais pas tout, mais c'était un formidable transmetteur. Il m'a donné aussi le goût pour l'art contemporain. Et un de mes professeurs s'appelait Henri Loirette. Et en 3e année, il m'a proposé de faire mon stage de muséologie dans la préfiguration du musée d'Orsay. Et j'ai eu cette chance de vivre toute cette période grâce à Henri Loirette qui m'a permis de faire mon stage d'abord. J'étais attachée à la documentation de la préfiguration du musée d'Orsay. Et donc du coup, aujourd'hui ça me sert tout ça. J'ai plein de flashbacks quand je fais visiter le musée d'Orsay. Donc en 81, j'ai passé encore une licence à Paris 4, à la Sorbonne, en équivalence, parce que je me suis dit, peut-être je pourrais continuer aussi un petit peu les études du côté université. Et voilà qu'a été annoncé un concours qu'on allait organiser pour recruter des personnes qui voudraient faire des conférences pour un public scolaire que le nouveau gouvernement de Mitterrand, avec Jacques Lang comme ministre de la Culture, voulait recevoir gracieusement dans tous les musées nationaux. Et voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée de tenter ma chance, parce que j'aimais beaucoup les enfants, j'ai fait beaucoup de... j'étais fille au père aussi en arrivant à Paris. Donc j'aimais les enfants à tous les âges. Et je me suis dit, si j'arrive à faire passer ma passion de l'art à un enfant, je pourrais le faire passer à d'autres. Et avec les enfants, j'ai appris à les écouter, parce que notre métier n'est pas seulement un métier où il faut transmettre nos connaissances aux autres, et que ça vaut autant pour les adultes et toutes sortes de publics, même les VIP. On reçoit énormément de VIP, mais pour moi les VIP, c'est tous ceux qui viennent, et j'aime le contact avec aussi des gens du monde entier. Bon, je ne parle pas toutes les langues, mais je peux faire des visites en anglais, et dans ce cas-là, on a des polyglottes, on a des gens qui viennent un peu de partout, et c'est très enrichissant. J'ai eu beaucoup de VIP, mais dans des tops, il y a 2 expériences. Il y a une visite avec Mick Jagger, c'était en 2008, à l'exposition de Picasso et les Maîtres. C'était une expérience formidable. J'aime évidemment la musique rock, et mon mari joue dans un groupe de rock, et il en bavait d'envie de venir, mais c'était pas possible. On recevait
Mick Jagger avec sa compagne un jour de fermeture au Grand Palais. Et donc, il est arrivé et je savais qu'il connaissait énormément de choses sur Picasso et j'avais pas envie de l'embêter. Je lui ai proposé une chose. J'ai dit, je sais que vous aimez Picasso et peut-être vous avez envie de faire un petit tour dans chaque salle, tranquillement, et je vous propose, si vous avez des questions, de venir vers moi. Je suis là pour vous. Il a dit, ah, ça me plaît beaucoup comme formule. Et très vite, c'est devenu vraiment une conversation plus qu'une conférence. Et à un moment donné, j'ai senti que il parlait un peu de lui aussi, à travers ce qu'il savait de Picasso. On regardait des portraits d'Olga, la première épouse, pas la première femme, mais la première épouse de Picasso. Et il venait me dire, mais ça va pas du tout, la vie de bohème avec la bourgeoise d'Olga. Alors je lui ai dit, vous savez, je pense que elle correspondait à un moment donné à quelque chose dont il avait besoin. Picasso sortait du cubisme, il l'avait rencontré en Italie, à Rome, quand il travaillait avec Diaghilev sur les ballets russes. Et cette femme qui était une beauté incroyable, et il en est tombé éperdument amoureux. Mais elle a tout quitté pour lui. Elle n'a plus jamais revu sa famille. Et c'est vrai qu'en rentrant à Paris, en se mariant avec elle, Picasso n'avait peut-être pas tout à fait mesuré la responsabilité qu'il avait dans cette vie que devait vivre Olga. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas durer éternellement, mais moi, je crois que ça lui correspondait à ce moment-là. Alors, Mickey ajoute, et moi, je vous dis, ça ne va pas du tout ensemble. Et je sentais qu'il parlait d'expérience. Il m'a demandé aussi qu'est-ce que faisait Picasso pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je lui disais, comme son ami Matisse, tous les deux, ils sont restés à Paris. Et pourtant, ils risquaient gros, mais je pense qu'ils pensaient tous les deux que leur renommée, leur célébrité les protégeait. Alors là, il a mis la main sur mon épaule, il m'a dit, je vais vous dire, la célébrité, ça vous protège de rien du tout. Il y a aussi des personnes qui arrivent au musée, qui se joignent à un groupe, peut-être visiteurs individuels, mais ils connaissent très très bien le musée et parfois on a quelques questions où on sent que soit ils connaissent seuls la réponse ou alors ils veulent démontrer devant le public que vous avez tort. Et j'ai eu une expérience comme ça devant une sculpture de Rodin qui s'appelle La Pensée. Et La Pensée, c'est une femme qui est recroquevillée, une sculpture cube, et la tête est posée, et on ne voit pas les bras, mais on sent que la tête est posée sur les bras. Et cette sculpture, Rodin l'a réalisée, mais le modèle était Camille Claudel. Et cette sculpture est non finie, parce que Rodin s'arrête avant qu'il est trop tard, donc il ne supporte pas que tout soit dit, il faut qu'il y ait de la place pour le spectateur, pour le visiteur. Et donc, il y a une dame qui me dit, c'est pas Rodin qui l'a faite, cette sculpture, c'est Camille Claudel. Alors je dis au public, ah, madame veut peut-être signifier que Camille Claudel était l'assistante à un certain moment pour Rodin, c'est vrai, mais elle était aussi sa compagne et son modèle. Non, 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 c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est Camille Claudel qui a réalisé cette œuvre. Et alors là, évidemment,
c'était pas juste, mais il fallait... Alors, il y avait deux solutions. Soit je la casse, mais j'avais pas envie de la casser. J'ai dit simplement, oh, si madame connaît si bien la vie de monsieur Rodin, je pense que je vous laisse ma place. Allez-y. Alors là, elle était n'importe quoi et elle est partie. Chaque conférencière a sa manière et c'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est difficile. C'est un métier. À la base, il faut avoir les connaissances. Mais c'est un métier qu'on acquiert petit à petit à force d'être en contact avec tout public. Je vais vous dire, mon public préféré, en dehors des enfants, ce sont souvent les handicapés. Je me suis rendu compte que, par exemple, les aveugles, j'ai fait des visites, je continue à faire des visites pour aveugles, mais à une époque un peu retirée, puisque maintenant c'est difficile de leur permettre de toucher les sculptures. J'ai longtemps travaillé au musée Rodin, avant que le musée Rodin fait appel en fait, n'avait plus besoin des services des musées nationaux pour avoir un corps de conférenciers, de médiateurs. Mais au musée Rodin, on pouvait faire toucher les sculptures en bronze. Et souvent, les aveugles me montraient ce que mes yeux n'avaient pas vu. D'ailleurs, j'ai eu cette expérience aussi au musée Picasso. Je vous donne un exemple. Il y a au musée Picasso une sculpture d'une femme qui pousse une poussette. Pour moi, cette sculpture, qui est une sculpture d'assemblage coulée en bronze à la suite, elle a été faite avec toutes sortes d'objets hétéroclites. Mais pour moi, cette femme, elle avait des bras qui sortaient des hanches. Comme ça, mais des hanches. Mais ça ne me gênait pas outre mesure, vu que Picasso, il fait des entorses à l'anatomie. C'est pas un problème pour lui. Donc, pour moi, cette femme, elle avait les bras qui sortaient des hanches, de la taille à la limite. Et j'avais un groupe d'aveugles et en les faisant toucher cette sculpture, je disais, tu vois, ici, les hanches, les bras sortent des hanches. Et l'aveugle me dit, mais pas du tout. Et alors, il me montre qu'il y a un petit encochement et il fait ce geste-là et me dit, touche le vide. J'avais jamais vu ça. En fait, imaginez que c'était pas ça les bras, ça c'était que l'avant-bras. En fait, il manquait à la dame qui pousse la poussette juste cette partie-là, le bras. Et c'est un aveugle qui me fait voir ça. C'était fabuleux. Est-ce que je vais suivre des collègues dans d'autres musées? Parfois, je le fais, mais uniquement avec l'accord de la collègue ou du collègue. C'est vrai, c'est un métier peut-être plus féminin que masculin, c'est certain. Mais je demande toujours d'abord, parce que effectivement, nous sommes souvent suivis par des collègues du privé. Et même si on ne connaît pas la personne, on se rend tout de suite compte, c'est des gens qui notent toute votre conférence. Je peux qu'en sourire parce que c'est pas comme ça qu'on crée une conférence, qu'on la transmet après. Moi, j'aime bien écouter, mais c'est vrai que quand je vais dans un musée, j'aime bien être seule avec mon mari qui est artiste, parce que je vais quand même me renseigner un petit peu avant de ce que je vais voir. Vous voyez, c'est pas que je me crois au-dessus du lot, mais je crois que notre métier, dans une journée, on peut faire 3 conférences. En fait, ça c'est le contrat. Je travaille pour la RMN qui me permet d'aborder tous les publics et pas seulement
dans les musées, mais aussi en dehors des musées. On est souvent envoyé hors les murs. Et c'est vrai que ça vous, ça, ça coûte beaucoup d'énergie. C'est, pendant la journée, vous n'êtes pas fatigué, mais le soir, vous rentrez et ça vous tombe dessus un peu comme une chape. Imaginez, vous passez une journée dans une prison. Ça m'arrive assez fréquemment. Je vais en prison et on ne peut pas dire « Oh, j'adore y aller ». Non, on n'aime pas y aller. Mais on se sent utile. Et donc, que j'aille en prison ou dans un hôpital, notamment prochainement, je vais y retourner dans un hôpital pour enfants, qui sont là en long séjour. J'interviens dans le cadre scolaire. C'est difficile de ne pas voir que tel et tel enfant est brûlé de la tête aux pieds, un autre a avalé de l'eau de Javel, il peut à peine parler, il est entubé de partout. On voit des choses qui sont pas beaux, mais ces enfants sont d'une beauté incroyable parce que ils vous montrent que la beauté peut être ailleurs. J'ai une expérience dans les prisons semblables. Je sais que ce ne sont pas des anges que je rencontre, mais ils sont tous là volontaires. À plusieurs reprises, ils m'ont dit si tu n'étais pas venu nous voir, nous saurions peut-être même pas que le musée existe. Et on leur propose pas seulement des conférences, mais aussi un atelier. Donc, on regarde un PowerPoint, on commente, mais c'est toujours dans un dialogue. Et après, dans l'après-midi, on fait un pastel ou une peinture ou un dessin. Et au début, évidemment, ils me disent, mais on n'a jamais peint, je ne sais pas le faire. Et je leur dis, mais vous apprendrez à le faire, c'est pas sorcier, à tenir un pinceau et tu verras, vous arriverez à vous surprendre. Et en général, ils prennent un peu le virus. Et je ne suis pas plasticienne, mais je peux conduire quelqu'un qui n'a jamais peint à réaliser une œuvre qui le satisfait. Et ça, c'est le travail notamment à l'Orangerie. Vous savez, autrefois, j'ai travaillé dans beaucoup de musées, mais aujourd'hui, j'interviens dans deux essentiellement en ce qui concerne les conférences. C'est le musée d'Orsay et l'Orangerie. Mais j'ai beaucoup travaillé au Louvre. Auparavant, j'ai travaillé au Jeu de Paume, j'ai travaillé au Palais de Tokyo. Et pendant 23 ans, j'ai travaillé au musée Picasso. Donc, si vous voulez, c'est parce qu'on est polyvalent qu'à un moment donné aussi, on peut, sans trop de regrets, se dire avec l'âge, avec la fatigue, avec des problèmes physiques, si on vous dit peut-être il faut réduire un peu, ça m'a coûté au début. Maintenant, je suis ravie de m'investir davantage dans deux sites, mais c'est tellement diversifié que je m'ennuie jamais.